Et si la guérison n'était pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on permet? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui, je crois, nous touche tous de près ou de loin, la guérison. Oui, Mais on va l'aborder sous un angle complètement différent d'habitude. On a une source qui explore ce processus non pas comme une bataille à gagner, non pas du tout. mais comme un état intérieur à retrouver. L'approche est vraiment holistique, elle nous fait voyager de la psychologie à la neurologie, en passant par la spiritualité, et même certains concepts de la physique quantique. C'est ça. Comprendre comment la guérison peut émerger d'elle-même, parfois juste en changeant notre regard. C'est une discussion pour quiconque se sent un peu épuisé par la douleur, le stress ou cet effort constant de vouloir se réparer. Oui, et ce qui est vraiment au cœur de cette source, c'est un vrai changement de perspective. L'idée de base, c'est de cesser de voir le corps et l'esprit comme des machines qui seraient défaillantes ou cassées. D'accord. On est plutôt invité à les voir comme des systèmes incroyablement intelligents qui répondent de manière logique, cohérente à ce qu'on a vécu, ressenti et parfois même réprimé. Rien que ça change tout. Absolument. On ne cherche plus un coupable à l'intérieur de soi, on cherche à comprendre un message. C'est un point de départ puissant. Mais, soyons honnêtes, le texte affirme d'emblée que guérir ne veut pas dire supprimer la douleur. Ça, c'est un concept difficile à avaler pour beaucoup, non? C'est contre-intuitif? Oui. Si on ne cherche pas à éliminer la douleur, qu'est-ce qu'on cherche à faire au juste? Comment la source définit la guérison dans ce cas? Eh bien, la définition qu'on nous propose est beaucoup plus subtile. La guérison est présentée comme la restauration de l'équilibre, du flux et de ce que le texte appelle la complétude. La complétude, ce fameux mot anglais wholeness. Exactement. L'état d'être entier, unifié. Pour rendre ça plus clair, la source utilise des analogies très parlantes. Ah oui. Elle dit « un os cassé guéri par l'alignement ». On ne force pas l'os à se ressouder. On le met dans les bonnes conditions, dans un plâtre, et le corps fait le reste. D'accord, je vois. Et de la même manière, on nous dit qu'un esprit blessé guérit par la compréhension. Et qu'une âme fatiguée, elle guérit en se souvenant de sa nature profonde, qui est intacte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour moi. Ça déplace complètement le problème. Si je suis bien, l'idée c'est que la souffrance persiste, non pas à cause de la douleur, Non. mais à cause de notre résistance à cette douleur. C'est la guerre qu'on mène contre le symptôme qui entretient le cycle. C'est exactement ça. Donc, on ne combat plus la douleur, on apprend à décoder ce qu'elle essaie de nous dire. C'est ça. Et ce film nous tire tout droit vers la perspective psychologique. L'analyse est très claire là-dessus. Les émotions non résolues ne s'évaporent pas. Non, elle reste quelque part. Elles s'installent. Elles vivent littéralement dans notre système nerveux. Le stress, l'anxiété, un deuil qui n'a pas été fait, un trauma. Quand ces énergies ne sont pas traitées, pas métabolisées, elles se retournent vers l'intérieur. Et c'est là que l'esprit, pour gérer ce trop-plein, va créer des symptômes. Comme des signaux d'alarme. Exactement, des signaux pour attirer notre attention. La douleur devient donc une forme de communication. Les symptômes sont un langage. Ça change tout. Oui, On passe d'une posture où l'on se demande constamment « Comment je me débarrasse de ça ?» à une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? tout à fait. Qu'est-ce que cette anxiété, cette tension me demande de voir en moi que je refuse de voir? On passe d'un rôle de victime à un rôle d'enquêteur presque. C'est une très bonne image. Et la neurologie moderne vient confirmer cette intuition. La source cite cette idée, maintenant assez connue, que le corps se souvient de ce que l'esprit évite. Le corps garde la mémoire. Voilà, Un état de stress chronique, par exemple, va maintenir notre système nerveux en mode survie constant, le fameux mode combat ou fuite. Même si le danger est passé depuis longtemps, le corps, lui, il continue de réagir comme s'il était toujours là. et ça a des conséquences physiques très concrètes. Énorme. Oui, la liste donnée dans le texte est parlante. On y trouve la tension musculaire constante, comme si on était en permanence sur le qui-vive, Exact. l'affaiblissement du système immunitaire, parce que toute l'énergie est détournée vers la gestion de la menace. Oui, et non vers la maintenance à long terme. Il y a aussi l'augmentation de l'inflammation générale dans le corps et, logiquement, un ralentissement de tous les processus naturels de guérison. C'est fou. C'est comme si le corps mettait toute son énergie à survivre à une menace passée et qu'il n'avait plus rien pour vivre, tout simplement. Précisément. Le corps ne peut pas se consacrer à la réparation, à la régénération, s'il se sent en danger imminent. Du coup, l'élément absolument clé qui ressort de cette analyse, c'est le concept de sécurité.
La sécurité. Oui, mais la source insiste sur un point crucial. Cette sécurité, ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas se répéter « tout va bien ». Non, c'est plus profond que ça. C'est un état physiologique, une sensation profonde ressentie par le système nerveux que le danger est vraiment écarté. La guérison dans cette optique commencerait donc au moment où le corps reçoit enfin le signal interne qu'il a le droit, C'est ça. quand le système nerveux bascule du mode survie au mode qu'on appelle repos et digestion, ou dans notre cas, repose et réparation. C'est seulement là que les mécanismes d'auto-guérison, qui sont incroyablement puissants, peuvent se mettre en marche. Et cette idée de retour à un état fondamental nous conduit tout naturellement à la dimension spirituelle explorée dans la source. D'accord. De ce point de vue, guérir, ce n'est pas devenir une version améliorée de soi-même. Ce n'est pas se transformer en quelqu'un de meilleur. C'est se souvenir de ce qui, en nous, n'a jamais été brisé. Attendez, il y a une phrase dans le texte qui m'a vraiment arrêté net. Ça dit « Vous n'êtes pas la maladie. Hmm, Vous êtes le champ dans lequel la maladie apparaît. » C'est vertigineux quand on y pense. ça change tout. Ça change absolument tout sur la manière de se percevoir. Ça veut dire qu'on peut cesser de s'identifier à notre condition. On n'est pas un dépressif, on est un être qui expérimente de la tristesse. La nuance est énorme. Elle est fondamentale. La souffrance s'intensifie quand notre identité se réduit à notre diagnostic, quand tout notre univers se résume à la maladie. On est piégé. Exactement. En passant d'une identification totale à une position d'observateur conscient, on crée de l'espace. Un espace entre soi, cette conscience vaste, et l'expérience douloureuse, qui, elle, est temporaire. Et la source affirme que ce simple changement de perspective est en soi suffisant pour réduire une grande partie de la souffrance. Cet espace semble être la clé. Et ça m'amène à une autre idée forte du texte, qui est celle de l'harmonie intérieure. La source suggère que la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, reflète souvent une fragmentation, une sorte de guerre civile en soi. C'est exactement l'image. Le texte donne des exemples très concrets de cette fragmentation. Ça peut être l'esprit qui lutte constamment contre le corps en le voyant comme un ennemi, une source de trahison. Ce qui arrive souvent. Très souvent. Ça peut être le passé qui se bat contre le présent, nous maintenant prisonniers de vieux schémas. Ou encore, et ça c'est très courant, la personne que l'on est réellement, qui est en conflit avec l'image de la personne que l'on croit devoir être. Ah oui, le masque social. Le masque social, pour être accepté, pour être aimé. Et cette idée de fragmentation, de guerre intérieure, ça me parle beaucoup. C'est l'idée que tant qu'on n'est pas aligné, on gaspille une énergie folle. Donc si le problème est la fragmentation, la solution est logiquement l'intégration. Exactement. L'intégration. C'est le processus de réunification de ces parties en guerre. La source explique que lorsque les pensées, les émotions, le corps et le sens que l'on donne à sa vie s'alignent, quelque chose de profond se produit. L'énergie recommence à circuler. L'énergie qui était bloquée recommence à circuler. La résistance se dissout. Et c'est là qu'intervient une des phrases les plus marquantes du texte. La complétude guérit ce que la force ne pourra jamais guérir. J'aime beaucoup cette phrase. On ne peut pas forcer la guérison par la seule volonté. Par contre, on peut créer les conditions intérieures d'harmonie qui permettent à la vie de se réorganiser d'elle-même. Et cette idée de créer des conditions plutôt que de forcer un résultat, ça me fait penser à un autre concept abordé qui peut sembler un peu perché au premier abord, la physique quantique. Le texte fait un parallèle audacieux, non ? Il est audacieux, mais finalement assez intuitif. Il s'appuie sur ce principe fondamental de la physique quantique où l'observateur influence ce qui est observé. D'accord. Traduit dans notre contexte, ça donne une idée simple mais puissante. Là où va l'attention, l'énergie circule. Mais attention, il faut bien comprendre. Ce n'est pas la pensée positive. Non, ce n'est pas la pensée positive un peu naïve qui consisterait à ignorer le problème. C'est tout le contraire. Il s'agit de porter une attention consciente, une présence douce et sans résistance sur ce qui est. C'est l'acte d'observer ce qui se passe en nous, sans juger, sans vouloir le changer, juste l'accueillir. Et quel serait l'effet de cette présence attentive ? La source décrit une séquence logique. Cette conscience, cette présence, crée de la cohérence dans notre système intérieur. Cette cohérence restaure l'ordre naturel. Et cet ordre soutient le processus de guérison. Ce n'est pas présenté comme un truc magique, Non. mais comme un alignement avec l'intelligence naturelle du corps et de l'esprit. En cessant de perturber le système, on lui permet de retrouver son propre équilibre. Pour rendre ça plus concret, il y a cette métaphore du médecin intérieur que je trouve magnifique. Ah ouais. L'idée, c'est d'imaginer son corps non pas comme un objet passif qui subit, mais comme un médecin sage et bienveillant.
Dans cette image, chaque symptôme est une note qu'il nous laisse. Chaque douleur est un message. Et chaque maladie, une tentative de nous protéger ou de corriger un déséquilibre. Exactement. C'est une image qui change tout le rapport à soi. Au lieu d'être en colère contre son corps, on développe une forme de respect, de curiosité et même de partenariat avec lui. Oui, un partenariat. La guérison, selon cette métaphore, se produit lorsqu'on cesse de faire taire ce médecin intérieur et qu'on commence enfin à l'écouter. La conclusion est simple. Le corps guérit mieux lorsqu'on lui fait confiance. J'aime beaucoup cette idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à tout intellectualiser ? Parfois, une douleur est juste une douleur et on a besoin d'un vrai médecin, pas seulement d'une conversation avec soi-même. C'est une excellente question et un point crucial. La source est très claire. Cette approche ne remplace en aucun cas la médecine conventionnelle. Il ne s'agit pas de choisir. C'est complémentaire. C'est une démarche complémentaire. On peut très bien suivre un traitement médical tout en cultivant cette écoute intérieure. Le médecin extérieur traite le corps et nous, on travaille sur le terrain, sur l'environnement intérieur dans lequel la guérison doit se produire. L'un potentialise l'autre. D'accord, c'est une nuance importante. Tout ça nous amène à la synthèse. Si on rassemble toutes ces idées, on arrive à une conclusion globale. La guérison, ce n'est pas un événement ponctuel. Non, Ce n'est pas une pilule à prendre, c'est une relation. Une nouvelle relation que l'on cultive avec soi-même. et cette relation est définie par plusieurs actions, qui sont un résumé parfait de tout ce qu'on vient d'explorer. Il s'agit d'écouter au lieu de combattre, Oui, de permettre au lieu de réprimer, de se reposer au lieu de forcer, et de comprendre au lieu de juger. C'est un véritable programme de bienveillance radicale envers soi. on ne fait plus la guerre. On ne fait la guerre à rien. On fait la paix avec soi-même. Et c'est cette paix qui crée le terrain fertile pour la guérison. La phrase qui conclut cette partie est très forte. On ne guérit pas en devenant quelqu'un d'autre. On guérit en revenant à soi. Ça me frappe parce qu'on passe notre temps à vouloir être une version améliorée et plus performante. Sans défaut. Et là, on nous dit que la solution est à l'opposé. C'est un retour à notre nature essentielle, qui est déjà complète même avec ses blessures. D'ailleurs, le texte se termine sur une invitation très douce, presque une permission. Il rappelle que personne n'est en retard dans son processus, que personne n'est faible ou irrémédiablement brisé. Ce sont des jugements. Ce sont des jugements qu'on porte sur soi, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Le corps fait de son mieux avec les ressources qu'il a. L'esprit demande de l'espace. L'âme demande de la vérité. Et le message final, qui résume toute cette analyse, est peut-être le plus important à retenir. La guérison n'est pas quelque chose que l'on gagne à la force du poignet ou qu'on mérite après avoir assez souffert. Non. C'est simplement quelque chose que l'on permet. On ouvre la porte, on cesse de mettre des obstacles et on laisse l'intelligence innée du corps faire son travail silencieux. C'est un lâcher-prise qui est en fait très actif. Ce n'est pas de la passivité. C'est un acte de confiance profonde. Tout à fait. Et cela nous laisse avec une dernière pensée à méditer. Si la douleur et les symptômes sont véritablement un langage, comme le suggère cette source, quelle est la conversation la plus importante que notre corps ou notre esprit essaye d'avoir avec nous en ce moment ? Et surtout, que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, nous commencions vraiment profondément à écouter ?